Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci une vidéo spéciale Halloween. Vu le jour et l'heure où je tourne cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle sortira à Halloween. Vous avez été beaucoup à aimer l'iceberg des rumeurs et j'en suis très heureuse parce que je m'y suis donnée à fond pour cette vidéo. Vous avez été aussi beaucoup à me demander une partie 2 que je ne ferai sûrement jamais pour plusieurs raisons personnelles. C'est pourquoi, au lieu de faire une partie 2 sur l'iceberg des rumeurs, je me dis c'est Halloween. C'est l'heure du surnaturel, de l'horreur, des mystères. Pourquoi ne pas faire un iceberg sur les mystères entourant la K-pop? Si vous n'avez pas vu ma première vidéo et si vous ne savez pas ce qu'est un iceberg, c'est assez simple. Le but de ce format est de parler d'un sujet et de donner des informations dessus en les séparant par niveau. Du plus soft au plus connu dans le ciel, au plus sombre et non célèbre dans les abysses. Aujourd'hui, j'ai donc décidé qu'on allait parler de fantômes, de musique bizarre, de vidéos troublantes, de malédictions, ou encore peut-être certaines rumeurs qui reviendra au goût du jour. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le début de l'iceberg, j'aimerais vous prévenir de certaines choses. Premièrement, je vais parler de beaucoup d'histoires surnaturelles racontées par les idoles, donc parler de fantômes. Vous avez totalement le droit de ne pas y croire puisque c'est la croyance de chacun, cependant je vous demande de respecter la parole des idoles mais aussi de respecter mon travail. Si vous n'aimez pas ce genre d'histoire, passez. Deuxièmement, cette vidéo est vraiment glauque et peut-être un peu plus dure à regarder que l'iceberg des rumeurs. Quand on va descendre dans l'iceberg, on va commencer à évoquer les sujets comme la mort, les disparitions, les meurtres, les suicides, les personnes battues ou encore la violence. Donc si vous êtes sensible, je vous invite à regarder soit l'autre iceberg, soit une autre vidéo. Troisièmement, je pense que vous le savez et j'en suis désolée, je ne pourrais pas parler de tous les mystères possibles et inimaginables entourant la K-pop parce qu'il y en a énormément. J'ai juste pris ce qui selon moi semblait les plus pertinents pour essayer d'en faire une vidéo longue, mais pas trop longue pour que ce soit pas trop chiant. Et dernière et quatrième chose, tout commentaire désagréable sur ma prononciation sur une idole ou un groupe seront supprimés. J'ai pas vraiment envie de débattre et de chercher sur le sujet. Quand je parle coréen, je me fais engueuler parce que je suis pas coréenne et que j'ai pas à dire Seoul à la place de Séoul. Mais bon, quand je parle français, que je dis Sasaeng à la place de Saseng, justement parce que je ne suis pas coréenne, les gens m'engueulent parce que ça se dit en coréen. Et quand je parle en anglais, c'est pas mieux. Donc en réalité, maintenant, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, je le prononce comme je le veux. À partir du moment où je respecte les idoles et je respecte les groupes et que je vous respecte, je vois pas en quoi c'est un problème. Que tu dises BTS ou BTS, que tu dises J-Idol, Idol ou Yoja Idol, que tu dises Séoul ou Seoul, on s'en fout du moment que ça te plaît. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les choses que j'avais à dire, et comme j'aime bien le dire, cette intro étant aussi longue que le lightstick de Dreamcatcher, nous pouvons commencer l'iceberg avec le ciel. Pour le ciel, j'ai décidé de commencer avec le vraiment soft. Ces mystères sont soit très connus, soit explicables, soit sans réellement de fondement. La plupart de ces mystères sont connus et reconnus par la communauté des fans de K-pop, je suppose donc qu'il sera facile pour vous de connaître ou d'en avoir déjà entendu parler. La capsule temporelle de BTS 2039. BTS a déjà participé à la première journée de la jeunesse à la résidence présidentielle en 2020 pour y faire un discours. Jusque-là, tout va bien. Cependant, les BTS ont décidé d'offrir une capsule temporelle au président Moon Jae-in à ouvrir sous aucun prétexte avant 2039 pour la 20e journée de la jeunesse. C'est un mystère qui est bête et rapide, cependant on veut tous l'élucider. Que se trouve-t-il dans cette fameuse boîte ? La malédiction des 7 ans. Connue et reconnue, pour moi cette malédiction est l'une des plus répétées dans la communauté des fans de K-pop. C'est simple, la malédiction raconte que les groupes ont tendance à disband à partir de 7 ans. Cette histoire n'est pas réellement une malédiction puisque selon l'article 3 paragraphe 2 de l'accord standardisé pour les artistes de la culture pop en Corée, l'artiste peut notifier la résiliation de son contrat si le contrat dépasse 7 ans.
En gros, selon l'article, les agences sont plus ou moins obligées de faire des contrats qui dureraient maximum 7 ans. Les membres ne pouvant pas résilier un peu plus tôt, obligatoirement, ils résilient à partir des 7 ans. Ce fut le cas d'énormément de groupes de K-pop, dont 4 Minute, Sistar, J-Friend, 2NE1, CLC, One Punch, Kara, Missei, BAP, Wonder Girl, et je peux continuer rapidement mais je vais arrêter là. Et encore maintenant, cette malédiction est l'une des plus connues dans l'industrie de la K-pop. C'est bien pour ça que j'ai décidé de la mettre dans le ciel. La dispute de Mark et Haechan. A l'origine, je voulais parler de l'histoire entre Jimin des BTS et Jonghyun des Twice puisqu'il y a des rumeurs de dispute. Cependant, je me suis rendu compte que j'en avais déjà parlé dans l'iceberg des rumeurs et puis surtout que je n'avais jamais parlé de la dispute entre Mark et Haechan des NCT. Tout est parti l'été 2017, quand il semblait y avoir une tension entre les deux lors d'une performance de Wheeyoung où les fans ont remarqué à travers une fancam de Mark que les deux avaient l'air de se disputer sur quelque chose. Suite à cette mini-interaction, les NCTzen se sont rendus compte qu'il y avait une différence dans les chorégraphies. Haechan avait l'habitude de placer sa main sur l'épaule de Mark, mais dans les performances ultérieures, il a arrêté. Les fans ont émis l'hypothèse qu'il avait changé le geste pour minimiser le contact avec Mark après la dispute. Et c'était devenu l'un des plus gros mystères entourant NCT. Cependant, lors d'un livestream précédant la sortie de Hot Shot, les membres ont mis fin à toutes les théories des fans. Jisung a déclaré que Haechan et Mark ne s'étaient pas disputés depuis qu'ils étaient stagiaires. Mark a ensuite admis que c'était possible qu'ils s'étaient déjà disputés, mais pas à ce moment-là. Renjun et Jeno raconteront par la suite que, en effet, on avait l'impression qu'ils se disputaient, mais que c'était pas le cas parce que ils parlaient tout simplement des positions de danse qu'ils devaient avoir à ce moment-là. En effet, ils ont interprété 2 chansons, Wheeyoung et Trigger the Fever. Pour Wheeyoung, Jeno est au centre. Pour Trigger the Fever, Haechan est au centre. Donc quand Mark s'est approché de Haechan durant la performance, il précisait qu'il commençait avec Wheeyoung, alors Haechan est juste passé à la bonne place. Et finalement, si Haechan n'a pas touché l'épaule de Mark, c'est tout simplement parce que Mark était blessé à l'épaule à ce moment-là. Ce mystère a donc été résolu par les NCT eux-mêmes, cependant certains fans ont encore du mal à y croire. Le fantôme de Tao sous la douche. Je vais beaucoup parler dans cette vidéo de EXO parce que vous savez que ce soit le groupe ou l'agence, il y a énormément d'événements surnaturels et de mystères. J'ai donc décidé de commencer avec une anecdote rapide et sans réellement de fondement selon moi concernant Tao. Est-ce que vous saviez que l'ex-membre des EXO n'arrivait pas à prendre de douche seul ? Cette anecdote peut paraître débile, cependant la raison derrière est assez flippante puisque selon lui, il aurait déjà vu un fantôme sous la douche dans le dortoir des EXO. Ce n'est pas la première fois que des apparitions de fantômes se font aux côtés des EXO ou chez la SM Entertainment. Cependant, Tao l'a pris avec pas mal de rigolade, c'est bien pour cela que je l'ai mise aussi haut. Les prédictions de Taeyeon. C'est plus une bénédiction et une prédiction qu'une malédiction. Cependant, saviez-vous que Taeyeon, à chaque fois qu'elle déteste une chanson de Girls' Generation, celle-ci devient célèbre et l'une des plus aimées. Les chansons notables que Taeyeon n'a pas aimées sont par exemple G, Out ou Lionheart, qui sont les chansons les plus populaires de Girls' Generation. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai décidé de la mettre dans l'iceberg parce que je la trouve assez bizarre, même si un peu sympa quand même. Fingertip de J-Friend. Et si je vous disais qu'il y a un fantôme caché dans le MV Fingertip des J-Friend ? Je suis désolée, mais je vais vite détruire cette histoire puisqu'il s'agit en fait pas d'un fantôme, mais de Sinbi. En effet, les filles ont déjà expliqué dans des émissions qu'il y avait plusieurs fantômes dans leur théorie de groupe. Cela n'est donc pas du tout dû à un hasard, mais plus à une ligne éditoriale. Le départ de Jay Park. Jay Park, également connu sous le nom de Park Ji-boom, était leader du célèbre groupe 2PM.
À l'époque de leur épogée, 2PM était connu sous le nom de K-pop Royalty et était l'un des meilleurs groupes de garçons. Lorsque les précédents messages MySpace de Jay Park l'ont montré en train de critiquer la Corée et les Coréens, cela a prouvé une énorme controverse qui a conduit Jay Park à quitter JYP Entertainment. I mean, it was one of those things where it's kind of like I was young, I was very naive, I was ignorant, wasn't used to different cultures, and I don't want to really repeat what I said, but you know, it's kind of like I was young and dumb at the time, you know. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas la seule raison du pourquoi Jay Park a été viré de JYP. En effet, il y a beaucoup de personnes qui racontent qu'il y avait beaucoup de conflits internes au sein du groupe puisque les membres ont tous accepté que Jay Park soit retiré du groupe sans rechigner. Il y a eu aussi énormément de rumeurs de couple, énormément de rumeurs de sexe, énormément de rumeurs de racisme. Mais même si pour beaucoup cela reste un mystère, on sait plus ou moins que celui-ci a été viré pour la plupart des controverses qu'il avait déjà avant. Le sixième sens de Irene. Toute cette histoire vient d'un extrait de vidéo qui est totalement devenu viral. Il s'agit tout simplement d'une vidéo de Irene pensant se prendre quelque chose sur la tête avant que cela arrive réellement par la suite. À partir de cette vidéo, beaucoup ont commencé à croire que Irene avait un sixième sens, arrivait à prévoir l'avenir et surtout qu'elle arrivait à entendre les esprits. Sauf que cette vidéo a été débunkée par plusieurs personnes puisqu'on remarque bien que le tableau est tombé. Donc elle a dû entendre le bruit et non pas avoir un sixième sens. Pour autant, j'aime beaucoup ce mystère puisque la première fois que je l'ai regardé, j'ai vraiment cru que Irene avait un sixième sens et je pense que ça a été le cas de beaucoup de monde. Only You de Missei. Connaissez-vous la chanson Only You de Missei, puisque celle-ci a remué pas mal de fans de K-pop pendant une période. Quand Faye commence à chanter sa partie dans la musique, vous pouvez entendre un bruit bizarre d'un homme qui crie à l'agonie. Jusque-là, tu peux peut-être te dire que c'est qu'une idée à la con, rien de plus. Sauf que à l'époque, à chaque fois que quelqu'un commençait à poster un extrait de ce passage, seul, pour le mettre en évidence, celui-ci était supprimé de toutes les plateformes. YouTube, Twitter et ou Instagram. La recherche Missei Only You Screaming Man existe, mais il n'y a aucune vidéo de ce passage précis, malgré le fait que ce soit très simple de le retrouver. Certains pensent qu'il s'agit d'un coup de communication venant de JYP et d'autres d'un fantôme qui hante la musique. Et c'est vraiment une rumeur qui a commencé à s'intensifier au fil des années, puisque ce cri a fait peur à énormément de jeunes fans de K-pop. Inutile de vous dire que pour beaucoup, il s'agit d'une fake rumeur, mais qu'elle a marqué beaucoup de monde. La malédiction des survival. Certains pensent que les groupes créés par le biais d'un survival ont une malédiction, celui de perdre forcément un membre dans le groupe final. Évidemment, là, on ne parle pas de groupes qui ont duré qu'1 an avec des survivals, mais bien des groupes créés pendant des années grâce à ces survivals-là. Si par exemple, je vous parle du groupe Stray Kids, iKON, Monsta X, Fromis9, Momoland, Tracer, Pentagon, Winer, et je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas y arriver. Évidemment, j'en vois déjà certains m'écrire en commentaire « Non mais Twice aussi, ils ont fait un survival en fait, et pourtant ils ont pas perdu de membre !» Range ton commentaire Géraldine, j'allais y venir. Les groupes qui n'ont perdu aucun membre après un survival selon la malédiction sont soit des groupes qui n'ont pas encore disband, donc il y a toujours une chance que cela arrive par la suite et qu'un membre part même si je le souhaite pas vraiment, soit que le groupe a été choisi avant même que le survival ne commence. Twice étant l'un des exemples de ce phénomène étrange, mais Seventeen aussi. Évidemment, si je mets cette malédiction aussi haut dans l'iceberg, c'est bien parce que selon moi, elle ne tient pas vraiment debout, mais elle reste plus ou moins intéressante. Le disband de Pristin. Ok, alors là, on va rentrer dans un sujet qui me fâche personnellement. Pour la faire courte, après l'émission Produce Wanna On saison 1 est sorti le groupe IOI.
Les filles qui ont participé au groupe IOI ont eu une durée d'1 an de contrat pour ensuite partir soit dans une carrière solo, soit dans d'autres groupes. Suite à cette séparation, a été créé plusieurs groupes avec des bouts de membres dont Wekimeki, Cosmic Girl, Gugundan et Pristine. Pristine étant le groupe que j'ai le plus suivi parmi les 4. Après avoir fait ses débuts en mars 2017, à la fin de la même année, le groupe a commencé sa toute première pause après que Killa se soit temporairement retirée du groupe en raison de problèmes de santé. À cette période, Killa a été très critiquée depuis ses débuts parce qu'elle était trop grosse pour être une idole. À partir de ce moment-là, on a eu très peu de nouvelles du groupe et très peu de nouvelles des filles. Il n'y a plus de comeback et au bout de 2 ans à peine, elles ont disband. Ce disband était clairement inexplicable. Alors évidemment, il y a eu plein de théories et plein de rumeurs, le fait qu'elles ne gagnent pas assez d'argent, qu'il y ait des disputes entre elles. Il y aurait eu apparemment certains autres groupes de filles qui auraient saboté les robes des membres. Pledis refuserait de faire un accord avec CGENM. Killa a été trop critiquée pour son poids et cela a détruit le groupe. Bref, il y a eu beaucoup de raisons qui ne sont pas vraiment explicables puisque Pledis, quelques mois avant, avait créé Pristine V, une sous-unité de Pristine. Cependant, vous savez que si c'est dans le ciel, c'est qu'il y a une réponse, et Killa sortira une vidéo YouTube pour parler du disband du groupe. Elle dira par la suite que le groupe a suivi leurs propres rêves et que si elles étaient en pause, c'est pas à cause de son poids, mais d'une commotion cérébrale qu'elle a eue pendant le tournage du 2e MV, et surtout... I know that a lot of you guys are anxious to hear my answer, and what I can tell you is that a lot of things happen behind the scenes that you guys are unaware of. Chacun a un peu son avis dessus et beaucoup se sont posé des questions puisque Killa a clairement raconté qu'il y avait plus de choses derrière mais qu'elle n'en a pas parlé. À présent, nous sommes en train de rentrer dans la surface de l'iceberg, endroit avec plus de confirmation et plus de précision. Cette fois-ci, les mystères ne sont pas de simples blagues résolues, mais bien des mystères beaucoup plus sombres qu'il n'y paraît. Pied Piper de BTS. Alors, pour cette musique, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même, principalement avec mes abonnés d'Instagram, mais aussi avec ceux de YouTube. Je ne connais pas du tout votre avis sur le sujet, mais n'hésitez pas à me le donner en commentaire puisque celui-ci m'intéresse énormément. Depuis le début de sa sortie, la chanson Pied Piper de BTS me donne d'affreuses nausées. Mais littéralement. Je trouve les paroles plutôt bonnes, leur voix correcte, mais je ne sais pas expliquer pourquoi la chanson originale enregistrée en studio me rend malade. Sur le coup, j'ai pas beaucoup réagi, parce que bon, je peux swipe la chanson ou je peux juste ne pas l'écouter. Cependant, quand j'en ai parlé avec certaines personnes sur Instagram et quand j'ai sorti ma vidéo les B-sides de BTS favorites des abonnés, beaucoup m'ont parlé de leurs sensations envers cette musique. Et c'est toujours les 2 mêmes réponses. Soit c'est l'une de tes chansons favorites et tu ne peux pas t'en passer, soit elle te donne comme moi des nausées, des mal de crâne et t'es pas bien. Encore une fois, je n'approuve rien à propos de cette musique, je m'en suis juste rendu compte en parlant avec vous, et puis on a commencé à émettre pas mal d'hypothèses. L'hypothèse qui est la plus flippante mais qui tient le plus debout, c'est que dans cette musique, il y aurait sûrement de l'iDozer. Pour ceux qui ne savent pas, l'iDozer c'est ce qu'on appelle la drogue auditive via des sons binauraux. Certains arrivent à écouter l'iDozer sans problème et deviennent plus ou moins drogués à cette musique, et d'autres se sentent vraiment mal en point à cause de cet iDozer. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, j'ai décidé de la mettre dans l'iceberg parce que pour moi ça reste un mystère, mais on ne saura sûrement jamais la réponse. Les photos backstage de Niel. Le 11 février 2015, Naver Starcast a publié des photos et des vidéos exclusives du tournage de Niel qui mettaient également en vedette d'autres membres de Teen Top qui l'ont soutenu en coulisses. Jusque-là, rien de bien fou. Cependant, les photos sont immédiatement devenues un mystère lorsque les fans ont repéré une silhouette étrange près de la fenêtre. Évidemment, c'est un tout petit peu plus flippant, et dans un communiqué que Top Media a décidé de publier le 13 février, il raconte « Nous avons reçu beaucoup de demandes de fans. Nous n'avons pas été informés de l'incident avant que les photos ne soient publiées.
Les photos n'ont pas été mises en scène du tout. Il a également été révélé que la pièce près de la fenêtre était un espace plein de costumes, mais le personnel n'était pas au courant de l'incident au moment du montage. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour beaucoup de fans de K-pop, il y a une croyance superstitieuse qui raconte qu'un album est forcément réussi quand tu te fais visiter par un fantôme. Je suppose que c'est notamment grâce aux nombreuses réussites des EXO, dans tous les cas, c'est vraiment bizarre. Le départ de Jessica. Girls' Generation est l'un des plus grands groupes féminins de la K-pop, et pourtant ce mystère n'est toujours pas résolu. Malgré la popularité énorme sur le groupe dans les années 2010, SM Entertainment annoncera le départ de Jessica Jung le 6 août 2015. La déclaration parlera de chemins différents et surtout d'une fin de contrat. Ce serait donc apparemment la décision de Jessica elle-même de vouloir partir du groupe. Mais pourquoi ? Eh bien, certains ont émis beaucoup d'hypothèses, dont l'envie de faire grandir sa propre boîte, ou encore que celle-ci avait l'envie de faire une carrière solo. Cependant, elle sortira par la suite un livre nommé Shine qui remettra le mystère au goût du jour. Parce qu'en effet, ce livre que Jessica des Girls' Generation a écrit parle d'une idole qui vivra l'enfer dans son propre groupe de K-pop. Alors que certains peuvent juste se poser la question, il y a tout de même plusieurs choses qui fait penser que Jessica n'a pas écrit ce livre par hasard, mais bien pour parler de Girls' Generation, puisque le lightstick est représenté exactement de la même manière. Il y a aussi des similitudes avec la pochette de la chanson Oh, ou encore celle de That Summer. Bref, cette histoire est assez troublante. Est-ce qu'il s'agit d'un clin d'œil à son groupe, ou alors d'un réel harcèlement présent ? On ne le saura sûrement jamais. On You et la serviette hantée. Il faut croire que les fantômes dans la douche adorent hanter les artistes de la SM Entertainment. On You a partagé une de ses expériences surnaturelles dans une émission de radio. Alors que celui-ci prenait tranquillement sa douche, il s'est rendu compte qu'il avait tout simplement oublié une de ses serviettes. Alors il a demandé à Mino de lui donner une serviette. La personne qui lui a remis la serviette ressemblait énormément à Mino. Celui-ci est donc parti pour le remercier une fois la douche finie, cependant, Mino racontera ne pas avoir bougé de place et ne pas lui avoir donné de serviette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette histoire fait froid dans le dos. Le disband de Jeffrey. Un mystère que beaucoup de personnes n'ont pas du tout compris, dont les membres du groupe elles-mêmes. Source Music a décidé de faire disband le groupe qui a sauvé leur agence des problèmes de finances après être acheté par Hybe. Et c'est plutôt surprenant. Déjà parce que les filles semblaient toutes ne pas être au courant, mais aussi il y a une rumeur qui raconte comme quoi Hybe essaye de racheter toutes les agences autour d'elle pour ensuite supprimer la concurrence de ces groupes. Parce qu'il n'y a pas que Jeffrey qui a connu un disband, mais bien New West et de la même manière assez glauque. Certains pensent que Hybe a fait exprès de les séparer pour mettre en avant le groupe Le Séraphim. Et dans tous les cas, comme les membres ne sont pas revenus tout ensemble pour faire partie du groupe BB's, c'était sûrement parce qu'il y avait une raison derrière. Dans tous les cas, ce mystère reste non élucidé. Le massage de Dino. Lors de l'émission Show Champion Behind, plusieurs membres de Seventeen ont décidé de raconter chaque année une histoire d'horreur différente, mais celle qui a retenu l'attention de beaucoup de fans, c'est principalement celle du Maknae, Dino. Dino raconte qu'il était tout simplement à New York à ce moment-là, en colocation avec Oshi. Dino était sur son lit, alors que Oshi était sur son ordinateur portable un peu plus loin. Dino s'endort doucement, et quelqu'un entre dans la pièce. Cette personne mystérieuse attrape le pied de Dino et commence à le masser. Dino a légèrement eu peur, donc il a commencé à prononcer « No, thank you », encore un peu endormi, entre le sommeil et le réveil, et pensant surtout qu'il s'agit d'un personnel de l'hôtel voulant le masser. La personne continue le message plus fortement, malgré les négations de Dino. Pris de panique, il se réveille. Il se lève et crie « No, thank you », à nouveau, mais les yeux ouverts. Mais il n'y a personne en face de lui. Pourtant, Dino nous assure avoir entendu quelqu'un entrer dans la salle, sentir quelqu'un le masser sans un bruit, mais il n'a aucune idée de qui aurait pu lui faire ça, et Oshi non plus. Certaines karates apeurées par cette histoire ont cru qu'il s'agissait d'une Saseng qui a essayé de le toucher, et d'autres pensent qu'il s'agit tout simplement d'un fantôme.
Produce Wanna-On, les sièges maudits. Il y a une malédiction / rumeur qui entoure certains sièges soi-disant maudits de Produce Wanna-On. La première, c'est le siège central maudit. Tout au long des 4 saisons de la série, le stagiaire qui est assis sur le siège central dans le premier épisode n'a jamais atteint le premier groupe. Dans Produce Wanna-On saison 1, c'est Woo Chan-mi qui s'est assis sur le siège central et elle a été éliminée dans l'épisode 10 de la série. Dans la saison 2 Produce Wanna-On, c'est Jung Moon-bok qui s'est assis sur le siège et il a fini par être éliminé à l'épisode 10 aussi. Dans Produce 48, c'est Park So-yoon qui l'a fait et elle a été éliminée à l'épisode 8. Et dans Produce X Wanna-On, c'est Yoon Soo-bin qui s'est assis au siège central mais qui a fini par être expulsé de la série après qu'il ait été révélé qu'il avait consommé de l'alcool et du tabac en étant étudiant et donc mineur. Cela ne s'arrête pas là puisque les personnes favorites qui sont censées faire leur début solo suite à l'émission finissent 14e. Toutes ces personnes-là, arrivées 14e en finale, n'ont jamais pu débuter en tant que soliste à la suite de l'émission. Ce fut le cas de Kim Na-young qui fait actuellement partie de Gugundan, Kim Jong-hyun, ancien membre de New West, Lee Ga-hoon et Lee Jun-hyuk qui fait partie des Up-Tension. Il y a aussi une malédiction quand tu arrives à la 6e place dans le premier tour d'élimination. Le stagiaire qui finit 6e au premier tour éliminatoire n'est jamais dans le groupe final. Ce fut le cas de Ki Wi-young, Ha Young-sop et Goto Mue. Cette malédiction a en fait été brisée à la saison 4 puisque Nam Do-yeon s'est classé 6e au premier tour éliminatoire mais est devenu quand même membre de X1 malgré la dissolution brutale du groupe. Toutes ces histoires autour de l'émission Produce Wanna-On sont vraiment bizarres. La salle de bain de Girls' Day. Lors d'un épisode de l'émission Hello Counselor, les membres Mina et Sojin ont parlé d'une rencontre effrayante avec un esprit dans la salle de bain de leur dortoir. Je me suis réveillée à 6h du matin. J'ai donc décidé de me doucher quand quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte. Je pensais que c'était peut-être une des membres et j'ai demandé « C'est qui ?» Mais il n'y avait aucune réponse de quelqu'un derrière cette porte. Puis selon elle, cette personne a tapé encore plus fort à la porte. Mina prend son courage à deux mains, enclenche la poignée, ouvre la porte lentement, mais personne n'était là. Cette histoire a énormément fait peur au groupe une fois que Mina leur a raconté par la suite. Et je le comprends totalement, j'aurais eu autant la trouille qu'eux. Les débuts de Olivia Ye. Pour ceux qui ne savent pas, Olivia Ye c'est une membre de LOONA et sa particularité c'est le fait qu'elle a fait 15 jours de trainee avant de devenir idol. Jusque là évidemment vous allez me dire bah ouais, et alors ? Eh bien si je rappelle les débuts de LOONA, l'agence nous a révélé avoir 12 membres et en révéler une tous les mois. Le concept est très simple, on rencontre une fille chaque mois pendant 1 an. Il était donc sûr que dès le début l'agence avait l'idée d'avoir 12 membres. Mais Olivia est arrivée en décembre, la dernière. Comment l'agence s'est dit que c'était normal de recruter Olivia au dernier moment pour faire le groupe LOONA ? Ok, l'audition a sûrement bien marché et elle a été repérée direct, je veux bien y croire, mais comment prévoir qu'ils allaient avoir quand même une 12e membre en décembre ? Certains pensent tout simplement qu'une autre membre devait faire partie de LOONA à l'origine, mais qu'elle a été virée ou qu'elle est partie de son plein gré et que Olivia aurait pris sa place. Celle-ci se surnomme sur internet Bambi. Et nous avons seulement des extraits d'elle floutée dans les émissions avant les débuts du groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bizarrement, selon moi, ça tient plutôt bien la route. Cependant, on n'a pas d'autres infos. Nous rentrons actuellement dans l'eau sombre. En effet, cette partie est beaucoup plus intéressante puisque on se rapproche de la vérité et surtout de faits de plus en plus non explicables. Si vous avez une vision positive de la K-pop, je vous propose de partir puisque à partir de là, on va rentrer dans les mystères beaucoup plus glauques. Le fantôme capturé des Big Bang. Le groupe Big Bang aussi a connu pas mal d'histoires surnaturelles et d'ailleurs on y reviendra bien plus tard dans l'iceberg. Cependant, si je vous dis que les membres ont connu une histoire très bizarre de fantômes,
pendant que les caméras tournaient encore. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo qui date un peu, mais j'ai pas pu trouver mieux. Dans la vidéo, T.O.P et les membres de Big Bang étaient réunis lorsque d'un coup, l'iPod de T.O.P a commencé à jouer de la musique spontanément, sans raison. La partie la plus effrayante de cette vidéo, c'est qu'une fois arrivé devant l'iPod, celui-ci était éteint. Certains pensent qu'il s'agit d'un bug avec l'application musique sur l'iPod, mais dans ce cas, pourquoi l'iPod s'est éteint totalement? On ne le sait pas et malheureusement, on ne le saura jamais. Holly, l'idole disparue. Cette histoire, c'est quand même la première vidéo de ma chaîne et ce qui m'a poussé à faire les OMG, donc forcément, j'étais obligée d'en parler. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo, cette idole du prénom de Holly est une idole qui est apparue à l'âge de 14 ans, le 4 décembre 2008, avec une chanson nommée It's Snowing. À cette période, c'était le balbutiement de la popularité pour la K-pop, mais le cadre était déjà très strict à partir de 2008, au vu des grands groupes qui existent déjà que nous connaissons nous comme étant les grands groupes de K-pop. SHINee, Kara, Super Junior, U-KISS, Wonder Girl, Big Bang ou encore Girls' Generation, ne mentons pas, la barre était déjà très haute. Peut-être trop haute pour Holly qui, sans mentir, fait une prestation catastrophique et qui est critiquée comme étant la pire rookie de la K-pop entière. Elle fut critiquée pour son look, sa gestuelle, sa voix, sa musique, son concept. Rien ne va. Cependant, quelque chose a perturbé beaucoup de fans de K-pop à cette période-là, puisque le lendemain, Holly va totalement disparaître de l'industrie. Les théories sont nombreuses encore à l'heure actuelle autour de sa disparition, mais rien n'a été réellement prouvé. Suicide, chirurgie, départ dans un autre pays ou encore membre de Pink Fantasy, d'énormément de rumeurs ont fait surface, mais je vous propose d'aller regarder ma vidéo puisque on résout plus ou moins ce mystère. Les fantômes de WM Entertainment. Parlons de Oh My Girl, un groupe qui est énormément mis sous-coté selon moi. Dans l'épisode du 22 juillet de Late Night Ghost Story, Yua aurait spécialement demandé à participer à cette émission à son PDG pour parler d'une histoire qui la terrifie depuis un moment. Celle-ci a décidé de raconter son histoire en commençant par « Il y a un fantôme qui vit dans le bâtiment de l'entreprise. C'est une petite fille. Et les B1A4 l'ont vue aussi. » Elle raconte que pendant l'entraînement, Mimi a déjà vu une main sortir de la porte juste derrière elle, mais après vérification, rien. Elle a ouvert la porte en étant sûre d'avoir quelque chose et encore effrayée de ce qu'elle venait de voir. Par la suite, l'agence a changé d'endroit et ont décidé de déménager un peu plus loin. Mais Yua raconte que le fantôme a suivi les filles et continue d'être là puisque selon Sungi, elle a vu un fantôme aux cheveux courts dans le hall, 3e et 5e étage. Cette histoire a énormément bouleversé les filles parce qu'elles avaient la boule au ventre et après avoir raconté cette histoire, eh bien les présentateurs ont commencé à rigoler en disant que si ça se trouve il s'agissait d'un fantôme ancien trainee pour devenir membre de Oh My Girl. Sauf que on s'attendait à un rire des filles. Ça n'a pas été forcément le cas. Elles étaient très mal à l'aise suite à ça. Shadow DFX. Malheureusement, il aurait fallu que je puisse vous mettre un extrait de cette musique pour que vous puissiez comprendre l'angoisse qu'ont les gens à chaque fois qu'ils l'entendent. Malheureusement, j'ai pas envie de me faire strike. En plus du musical et des voix, le plus flippant ce sont les paroles qui ont réussi à angoisser bon nombre de fans de K-pop puisque selon certains, elle parle d'une Saseng décédée qui souhaite accomplir jusqu'au bout son envie de poursuivre son idole favorite. Franchement, si c'est réellement ça, c'est incroyablement flippant mais super bien fait. Je vous conseille d'aller écouter cette musique et évidemment d'y regarder les sous-titres. Où est Pasadine ? Une question dont pas mal de personnes se posent à l'heure actuelle et qui est devenue un mystère pour la plupart des fans de K-pop. Dean est un auteur, compositeur, interprète, rappeur et producteur de disques R&B alternatif sud-coréen. C'est un long titre pour le présenter, mais il fait énormément de choses.
Il est notamment connu pour sa chanson Instagram par exemple, que beaucoup de fans de K-pop doivent connaître. Celui-ci va être actif notamment pour ses feats. Il dira même au cours de l'année 2021 vouloir faire un album, mais qu'il fallait tout simplement patienter jusqu'en mars 2022, où il a notamment figuré avec Lee sur la chanson Offline de Rad Museum. Puis par la suite, plus rien. Depuis mars de cette année, nous n'avons plus de nouvelles sur Instagram, sur Twitter ou encore sur YouTube. Celui-ci a totalement disparu. Pour certains, il s'agit d'un mystère et pour d'autres, il s'agit d'un nouvel album en cours puisque celui-ci, je rappelle, n'est pas idol de K-pop, il n'est pas obligatoire d'avoir un rondement particulier, donc il prend peut-être son temps vu qu'il est perfectionniste. Dans tous les cas, c'est assez rare de ne pas le voir publié sur Instagram et Twitter malgré le fait qu'il travaille sur son album. Ghost Boy de JYP. Les fans de JYP ont probablement déjà entendu parler de cette histoire qui a été racontée par Jo Kwon. Il a expliqué une fois une histoire liée à l'ancien bâtiment de JYP qui avait un célèbre fantôme errant autour de l'escalier. L'histoire effrayante vient de la première génération d'artistes JYP qui ont rencontré ce fantôme, y compris Rain. Le Ghost Boy erre près des escaliers du sous-sol sur lesquels les gens ont l'habitude et sont connus pour tomber et trébucher. Dans un incident horrible, Jo Kwon a eu une si mauvaise chute que Sunmi a dû appeler l'ambulance pour lui. Non seulement cela, mais il y avait aussi un stagiaire qui a vu un fantôme entrer dans le bâtiment de l'entreprise et qui regardait les escaliers en rigolant. Anecdote encore plus flippante sur le Ghost Boy, sachez que l'ancien bâtiment de JYP était en fait sur un ancien cimetière. La disparition de maman. Pareil, j'en ai déjà fait une vidéo OMG sur le sujet, mais je tenais à revenir dessus parce que je la trouve toujours aussi mystérieuse. Magolpi, plus connue par la suite avec le surnom Maman, est une idole qui a débuté en 2005. Celle-ci est devenue rapidement virale pour son passage à la télévision, où elle a raconté aimer les femmes. À la suite de cette déclaration, elle a disparu. Jusqu'en 2015. En effet, pendant l'année 2015, elle va réapparaître avec une chanson parlant d'amour entre deux femmes, confirmant plus ou moins son attirance sexuelle. Même si, soyons d'accord, ce n'est pas parce qu'une personne fait une musique ou un MV sur le thème LGBTQ+, que forcément ils le sont. Cependant, suite à cette musique, Maman a disparu totalement de partout. Il est assez rare de retrouver des photos ou même des vidéos d'elle, puisque tout a été supprimé d'internet, et on n'entendra plus jamais parler d'elle. C'est un mystère que j'ai quand même plus ou moins résolu grâce à des internautes coréens, mais je vous invite à regarder évidemment ma vidéo sur le sujet. Le dortoir hanté de Tara. Pour cette histoire, je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo originale, mais le post sera évidemment disponible en description. Jiyeon d'Etara a décidé de participer à l'émission Come to Play pour parler d'une histoire flippante. La veille des débuts de Tara, Jiyeon avait l'impression que quelque chose appuyait sur son corps pendant qu'elle dormait. Comme une sorte de paralysie du sommeil, elle ne bouge pas et voit un fantôme en face d'elle. Le fantôme était celui d'un petit enfant maigre qui avait les bras autour des genoux alors qu'il était assis sur un cintre. L'enfant fantôme hochera la tête petit à petit de bas en haut, puis essayera de dire quelque chose à Jiyeon. Celle-ci dira par la suite « J'ai fait de mon mieux pour sortir de l'état de paralysie. Et quand je l'ai fait, je suis allée voir Suyeon Onni et je lui en ai parlé. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le même fantôme à l'endroit exact où je l'avais vu. » Si je l'ai mise aussi bas dans l'iceberg, c'est tout simplement parce que c'est une histoire dont j'ai pas beaucoup entendu parler et pourtant c'est une histoire qui, selon moi, est plutôt flippante malgré que cela ressemble énormément à une paralysie du sommeil. Cependant, deux personnes ne sont pas censées voir le même fantôme au même endroit s'il s'agit d'une paralysie du sommeil. Donc, est-ce que cela signifie que c'était vrai ? C'est bon, nous sommes en dessous de l'iceberg et je tiens à prévenir, on va aborder des histoires vachement plus flippantes et beaucoup plus fondées à ce moment-là. Je répète, si vous êtes sensible, il est encore temps de partir, surtout que la fin va peut-être beaucoup vous perturber. Mama de EXO.
Cela m'étonnerait un tout petit peu que certains fans de K-pop ne connaissent pas cette histoire-là, l'histoire du fantôme autour du clip Mama. En fait, tout part de Baekhyun qui raconte avoir entendu des bruits bizarres au moment du tournage. Il participera à l'émission Beatles Code 2, il raconte qu'une voix ne peut être entendue seulement que par le clip vidéo, mais pas dans l'audio original. La voix obsédante d'une femme dit tout simplement « Merci tout le monde » en mandarin. Cette histoire est assez populaire et à la base je voulais la mettre beaucoup plus haut dans l'iceberg, mais elle est assez flippante pour que je puisse la mettre à ce moment-là. Le départ de Laun. J'adore One Off. J'en parle pas suffisamment dans mes vidéos, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce groupe. Pour autant, s'il y a bien un mystère que personne n'a réussi vraiment à comprendre, c'est le départ de Laun. Faut savoir que Laun, avant de débuter dans One Off, était trainee chez Big Hit Entertainment avec les membres de BTS à l'âge de 14 ans. Puis il a rejoint WM Entertainment et il a fait partie des idoles ayant gagné l'émission Mix 9 en 2017. Cependant, l'agence annoncera son départ du groupe en 2019 alors que One Off venait de sortir un tout nouveau comeback. L'agence racontera qu'il s'agira d'un accord en commun pour des raisons personnelles. Bon, ok, raison personnelle, un accord en commun, y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, sachez qu'aucun membre de One Off était au courant de ce départ de la part de Laun. Et c'est d'ailleurs le leader dans un communiqué qui va plus ou moins l'expliquer. En plus de cela, on n'aura aucune nouvelle de Laun pendant 1 an. Vous imaginez pas comment c'est long, 1 an. Jusqu'à ce qu'évidemment, il publie sur Instagram pour dire « Bonjour, c'est Minsok, est-ce que vous allez bien ? Au cours de la dernière année, j'ai senti que j'avais juste besoin de temps libre, et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis en mesure de vous saluer à nouveau. Vous m'avez tellement manqué, j'ai l'intention de partager mon quotidien avec vous tous, ceux qui m'ont attendu patiemment via Instagram. J'espère que nous pourrons tous surmonter les difficultés du Covid-19. Merci, cordialement, Minsok. » Depuis, il est vraiment très légèrement actif sur Instagram, mais impossible de comprendre pourquoi Laun veut du jour au lendemain ne plus du tout être idol. Il ne fait plus rien en rapport avec ce métier-là. Et ce qui inquiète beaucoup de personnes, c'est qu'il a décidé de ne rien dire sur ce sujet-là. On a beau lui poser des questions, rien. Junkyu est un fantôme. Junkyu est tout simplement un membre du groupe Tracer. Le 22 janvier est sorti un épisode bizarre, l'épisode 30 de Tracer Map. Cet épisode propose aux membres de faire un tour des nouveaux bâtiments de YG. Bon, en vrai, c'est plutôt sympa. Évidemment, tout le monde court pour trouver de nouvelles salles, cependant, une scène retient l'attention de tout le monde, et c'est cette scène. Vous avez rien vu ? Eh bien, je vous propose de regarder à nouveau ce passage, mais de vous concentrer sur le miroir. Oui, Junkyu n'apparaît pas du tout dans le miroir. Pourtant, celui-ci, quand on prend ce plan-là, on voit clairement son reflet. Donc il ne s'agit pas d'un faux miroir. Évidemment, les fans vont commencer à flipper, mais les membres encore plus, puisqu'ils vont raconter quelques temps plus tard qu'ils entendront des bruits bizarres. Yedam particulièrement répétera à plusieurs reprises avoir peur dans ce bâtiment. Le documentaire secret de Sully. Pour cette histoire, je vais pas vous mentir, c'est la personne qui tient la chaîne YouTube J'ai pas le temps qui a décidé de m'expliquer plus ou moins l'affaire et je la trouve vraiment glauque et très intéressante. Après le décès de la chanteuse Sully, MBC a eu l'envie de créer un documentaire sur la vie de l'artiste. On y retrouve évidemment des histoires sur Sully, ainsi que des interviews et des témoignages des membres de sa famille, de ses proches, mais aussi d'employés de la SM Entertainment. Et à un moment, on retrouve donc le témoignage de sa maman. Elle raconte que Sully avait déjà réalisé une tentative de suicide pour plusieurs raisons, et que sa mère avait interdiction sous ordre de SM Entertainment de la voir à l'hôpital. Passage qui évidemment, selon vous, fera le tour d'internet.
Sauf que non, puisque le passage sera banni et supprimé de toutes les plateformes possibles et inimaginables. Il s'agirait d'une tentative de SM Entertainment de supprimer ce passage au vu de l'intérêt qu'ils ont avec MBC. Faut savoir que par la suite, la mère de Sully a eu pas mal de controverses peu de temps après en plus de cela. Une personne sur Instagram a posté pour parler de la mère de Sully, l'accusant de l'utiliser. L'ami qui prétend connaître Sully depuis ses années d'école primaire dit que Sully a toujours été extrêmement proche de sa mère. Sully était constamment au téléphone avec sa mère et leur relation ressemblait prétendument à celle de deux meilleures amies, plutôt qu'à celle d'une mère et d'une fille. Évidemment, cela rentre en contraste avec ce que la mère dit pendant l'interview puisqu'elle raconte tout simplement qu'elle était écartée de Sully pendant qu'elle était chez SM Entertainment. Après que Sully ait atteint l'âge adulte, celle-ci aura déjà demandé à sa meilleure amie ce que les mères font généralement pour leurs filles en termes d'économie financière. Et son amie répondra juste « Je ne suis pas sûre mais habituellement, ils s'occuperaient de leurs enfants ». Sauf que Sully aurait apparemment révélé que sa mère gérait ses finances depuis son plus jeune âge et qu'elle recevait toujours des allocations. Cependant, selon cette amie, quand Sully demandait à sa mère si elle avait encore les économies, sa mère lui répondra qu'elle ne les a plus. L'amie a donc reproché à la mère, mais aussi au frère aîné de Sully, de ne pas savoir travailler seul. Sully subissait des difficultés en tant qu'idole de K-pop de haut niveau, qui se retrouvait de plus en plus embourbé dans la critique et la controverse, et les deux membres de sa famille prenaient une partie de ses revenus. Le mystère reste entier puisque personne ne sait qui a raison de l'ami, de SM ou de la maman. Est-ce que SM Entertainment était vraiment mauvais pour Sully? Est-ce que cette amie-là était une amie ou alors une alliée de SM Entertainment? Ou alors est-ce que la maman a escroqué sa fille, même après sa mort? Le fantôme de Blackpink. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de cette histoire et elle est vraiment flippante. Lors d'un live, Jisoo et Lisa des Blackpink ont un jour partagé leurs confessions sur les événements effrayants qu'elles ont vécus dans le bâtiment de l'agence. Les membres ont révélé qu'elles étaient au courant d'histoires assez effrayantes entourant le fantôme de la YG Entertainment. Et d'ailleurs, elles racontent avoir entendu parler de ces histoires-là par d'autres artistes venant du même label. Lisa a expliqué que tout a commencé quand elle était dans la chambre de Jisoo avec la porte légèrement ouverte. Seule dans la chambre alors que Jisoo était dans la salle de bain, Lisa a vu quelqu'un passer vers le salon. Elle a supposé que c'était Rosé puisque sa chambre est voisine de la chambre de Jisoo. Mais quand elle lui a crié dessus, Rosé a répondu de sa propre chambre, pas du salon. Lisa voulait rejoindre Rosé dans le salon, mais elle s'est rendue compte que Rosé n'avait jamais quitté sa propre chambre. Une fois Jisoo revenu, Lisa a décidé de lui expliquer et Jisoo a plaisanté en disant tout simplement que le fantôme de sa chambre était venu pour la hanter. Jusque là, rien de bien fou, n'est-ce pas? Jusqu'au lendemain où Lisa connaîtra une paralysie du sommeil. Jisoo raconte qu'elle était certaine que c'était un fantôme ce jour-là, et les deux se regardent avec un regard effrayé pendant le live. Seule Lisa sait vraiment ce qui s'est passé pendant ces 2 jours-là. Mais si je vous dis que ce n'est pas tout et que le fantôme est sûrement revenu par la suite. Quelques lives par la suite, selon Jisoo, elle était très tourmentée par des cauchemars à propos de la salle de répétition de YG Entertainment et du bâtiment. Cependant, lorsque Jisoo a décidé de parler aux membres des fantômes et aussi des cauchemars qu'elle faisait, Lisa, le lendemain soir, a juste fait exactement les mêmes. Nous avons toutes les deux vu le fantôme au même endroit. Nous avons vu le fantôme dans le placard de la salle d'entraînement. Cette histoire de fantôme ne cesse de faire peur aux Blackpink mais aussi aux Blink qui sont convaincus qu'il se passe quelque chose là-bas. Le meurtre de Kim Seung-jae. Pour celle-ci aussi, j'en ai déjà fait une vidéo que j'ai mis ici, c'est un OMG qui est super pertinent sur le meurtre de Kim Seung-jae. Celui-ci a été tué de façon suspecte dans son immeuble dès le premier jour de ses débuts solo. Il a réalisé une mini-fête en compagnie de certains danseurs, son manager et sa femme de l'époque, et une fois cette fête finie, le lendemain, il a été retrouvé décédé par son manager. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans cette enquête, puisque la principale suspecte c'est la petite amie, du moins l'ex-petite amie de Kim Seung-jae, qui n'est toujours pas derrière les barreaux. Oui, une grosse erreur judiciaire comme t'as jamais vu. Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir autant d'indices contre sa petite amie qui prouve sa culpabilité, mais que personne n'a rien fait parce qu'elle est simplement riche.
Encore une fois, je vous conseille mes vidéos parce qu'elle est vraiment complète sur le pourquoi on pense que c'est la petite amie, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes les choses, l'enquête par la suite, bref, vraiment elle est super intéressante et c'est l'une de mes vidéos préférées. Le disband de Lucente. Cette histoire est assez compliquée puisque comparée à l'histoire du disband de Bristine, nous n'avons aucune résolution. Lucente est un boys group qui devait initialement débuter en 2016, mais pour des raisons inconnues, le groupe n'a pas débuté et la date a été reportée à février 2017. Cependant, ils n'ont toujours pas débuté à ce moment. Leur vrai début a commencé en octobre 2018 avec le mini-album The Big Dipper, ce qui fut un carton. Le groupe était très populaire lors de ses débuts car ils ont même remporté un prix de Rookie of the Year, prix qu'actuellement les grands groupes ont. Cependant, suite à ça, plus rien. Le groupe Lucente n'a plus jamais rien sorti et l'agence a abandonné le groupe malgré sa popularité. Si je n'ai pas mis cette disparition un peu plus bas dans l'iceberg, c'est tout simplement parce que certains membres sont encore actifs sur certains trucs. Par exemple, Suyeon fait partie d'un nouveau groupe nommé Must Be, et Bao fait partie du groupe Xide. Malgré cela, les autres membres ne sont pas réellement actifs à l'heure actuelle, ce qui laisse planer le mystère de pourquoi l'agence a lâché ce groupe. L'oncle de Hwasa. Cette histoire est vraiment selon moi très poignante, donc je vous conseille d'être très fort mentalement. Un jour, les Mamamoo ont eu un accident de voiture lors d'un événement. L'oncle de Hwasa a vraiment été inquiet de cet incident à l'époque et a appelé Hwasa pour savoir si tout allait mieux. Quelque temps plus tard, son oncle est décédé d'un accident de voiture. Ce qui fut surprenant, ce n'est pas la cause du décès, mais ce qui est arrivé ensuite. Hwasa adorait énormément son oncle. Leur relation était incroyable et énormément fusionnelle. Hwasa pleurait beaucoup à la période du décès de son oncle et elle avait l'habitude de s'effondrer dans son lit pour pleurer toute sa tristesse. Cependant, un jour, il pleuvait assez fort dehors, il faisait sombre dans la maison et surtout Hwasa était en pleurs dans son lit puisque elle voulait parler à son oncle et elle voulait cracher toute la frustration qu'elle avait de son décès. Elle s'est mise à hurler dans sa chambre « Oncle !» Et d'un coup, sa chambre s'est illuminée comme si le soleil était entré. Hwasa raconte qu'elle avait l'impression de sentir son oncle avec elle, mais qu'elle ne le voyait pas. Elle a quand même pris le courage pour tout balancer, ce qu'elle avait comme frustration à travers cette mort, mais aussi à travers le fait qu'elle n'a pas pu lui parler pendant tant d'années. Et encore maintenant, Hwasa affirme tout simplement avoir parlé à son oncle et qu'elle a pu dire tout ce qu'elle avait sur le cœur à celui-ci. En plus d'être une histoire super touchante, elle reste une histoire super dure à écouter. Ok, alors là on rentre dans les abysses et je sais que la plupart d'entre vous vont continuer. Cependant, encore une fois je tiens à vous prévenir, à partir de maintenant on va commencer à aborder des choses beaucoup plus dark. Et particulièrement, il y aura mention de suicide et de décès qui peuvent vous toucher. Je vous mets un gros trigger warning pour cette partie de la vidéo parce que si en effet vous êtes sensible de certains décès et de certains suicides, je vous propose de passer à autre chose. Who's the next? Alors là, sachez que avant que j'écrive cette vidéo, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Apparemment, elle est très connue, mais moi je ne connaissais pas du tout cette malédiction et c'est pour ça que je veux vous en parler. Who's the Next? C'est une malédiction de YG Entertainment datant depuis le 15 mai 2014. YG Entertainment a posté ce jour-là sur Twitter ce teaser. Who's the Next? Jusque-là, rien de bien fou. Mais quelques heures plus tard après la publication de ce teaser, les fans d'EXO ont eu la confirmation comme quoi Chris Wu quitterait le groupe pour de bon. Quelque chose qui a légèrement choqué les fans de K-pop, mais bon, il s'agit que d'une coïncidence, Who is the next? Voilà. Quelques mois plus tard, un teaser Who's Next a été posté le 6 octobre 2014, juste après que Jessica ait quitté de manière inattendue Girls' Generation et que Lee Jun et Thunder ont tous les deux quitté M-Black.
Bon, à partir de ce moment-là, certains fans commencent à s'inquiéter, ce qui est compréhensible, cependant, on peut se douter qu'il s'agit que d'une coïncidence. Et puis, l'année 2014 étant bientôt finie, peut-être qu'il s'agissait que de coïncidences venant de 2014. Cependant, après les années, ça n'a fait qu'empirer. Le 24 mars 2015, un nouveau teaser Who's Next de YG Entertainment. 2 jours plus tard, Solong et Jinwoon mettent fin à leur contrat avec JYP Entertainment et quittent 2AM. Ils ont posté un autre teaser le 3 novembre 2015, moins d'une semaine plus tard, il a été annoncé que Somin, maintenant membre de KARD, avait quitté April. Une semaine après la publication du teaser du 26 mai 2016, Jia a quitté Missei et peu de temps après, 4 Minutes s'est dissous. Un autre teaser maudit est sorti le 5 octobre 2016 et c'est arrivé en même temps que Sunhwa qui quitte les Secrets. Rainbow s'est dissous une semaine après la publication du teaser du 20 octobre 2016. Ensuite, Hoya a quitté Infinite quelques minutes seulement après que YG Entertainment ait publié ce teaser le 30 août 2017. Je veux bien croire à des coïncidences, mais ça fait quand même beaucoup. À chaque fois que la publication Who's Next sort, il y a une mauvaise nouvelle. Suite à cela, YG a évité de publier les Who's Next pendant une période jusqu'au 16 octobre 2020. Le 18 octobre, donc 2 jours plus tard, nous apprenons le disband du groupe Mask et surtout, Irene a des rumeurs de harcèlement sur sa styliste, ce qui a créé une énorme polémique autour du groupe. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette malédiction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, moi je la trouve vraiment flippante. Le meurtre de Go Woo-seok. Un des plus grands mystères de ma chaîne YouTube est principalement le meurtre de Go Woo-seok dont je n'ai encore aucune explication. Si vous voulez en savoir plus, celle-ci se trouve dans ma vidéo OMG 5 morts mystérieuses dans la K-pop. A l'origine, je me souviens avoir voulu parler que de cette affaire, puis une fois que je me suis rendu compte que cette affaire n'avait pas de sens et qu'en plus qu'elle était très courte, j'ai décidé de rajouter 4 autres petites histoires pour pouvoir remplir la vidéo. Mais je me souviens que la principale raison du pourquoi je voulais mettre 5 histoires avant, c'est tout simplement parce qu'elles me paraissaient très bizarres. Pour résumer, Go Woo-seok est un réalisateur de drama et plutôt connu pour s'être marié avec l'actrice Sang Sun-mi. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle dans Love Alarm notamment. Les deux semblent avoir une très belle vie, un mariage, un enfant, de beaux métiers. Cependant, le 21 mai 2017, Go Woo-seok est retrouvé dans les rues de Seoul, la gorge tranchée, avec un couteau à sashimi. Nous connaissons le tueur et nous connaissons les raisons. Alors pourquoi il s'agit d'un mystère ? En réalité, le tueur serait nommé Cho et il s'agirait du cousin de Go Woo-seok. Woo-seok avait des problèmes d'argent avec l'héritage de son grand-père et son cousin lui a proposé de l'aider. Cependant, il a décidé d'assassiner Woo-seok après que celui-ci a omis de donner de l'argent et des objets de valeur demandés par son cousin. Un autre rapport indiquait que le défunt avait des différends liés à l'héritage avec son cousin et que sa connaissance a poignardé Go Woo-seok. Évidemment, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, puisque c'est un meurtre que même les Coréens eux-mêmes n'ont pas réellement compris. Et je vous propose d'aller regarder ma vidéo pour comprendre pourquoi c'est aussi bizarre. Est-ce que c'est le cousin qui a tué Go Woo-seok simplement parce qu'il y avait des problèmes d'argent alors qu'il ne semblait pas en avoir, ou est-ce qu'on a essayé de lui faire porter le chapeau ? C'est un mystère que je vous conseille d'écouter parce qu'il est vraiment intéressant. Growl de EXO. Bon. Tout le monde connaît cette histoire, et pourtant j'ai réussi à trouver des informations qui peuvent peut-être vous faire plus flipper, et c'est pour ça qu'elle est aussi bas dans l'iceberg. Le MV Growl a été tourné dans un entrepôt, dans une vieille école au lycée Shingdong-shin. Sachez qu'elle est quand même classée 8ème dans le top 10 des écoles les plus effrayantes en Corée. Celle-ci a été abandonnée pour des raisons de problèmes extrêmes de violence à l'école et du nombre d'élèves qui se sont suicidés à cause du stress scolaire et toute la violence à l'intérieur des locaux. Les EXO à ce moment-là ne se trouvaient pas dans le lycée en lui-même mais dans l'entrepôt qui était à côté. Et il y a une histoire encore plus flippante dans l'entrepôt. SM a été averti de ne pas utiliser cet entrepôt auparavant, mais malgré les intentions d'aider l'agence, ils ont insisté pour rentrer dans le bâtiment. Et donc, ils ont ouvert l'entrepôt qui n'a pas été ouvert depuis 7 ans, simplement pour tourner le MV Growl. Pourquoi celui-ci n'a jamais été ouvert avant ? Tout simplement parce que 3 étudiants ont décidé de se suicider à l'intérieur le même jour.
Le tournage du MV a eu lieu de 20h jusqu'à 3h du matin, et certains membres de EXO, notamment Sehun, Xiumin, Luan et Chanyeol, racontent se sentir vraiment mal à l'aise dedans. Évidemment, là ce que je vais vous raconter, ce seraient les histoires que les EXO ont racontées eux-mêmes. Cependant, j'ai pas trouvé de source fiable, donc je préfère mettre un avertissement. Je ne sais pas si c'est la réalité, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Sehun, après avoir tourné le MV, a entendu sa mère l'appeler et le réveiller dans son sommeil. Xiumin a dit qu'il se sentait somnolent au point qu'il a dû prendre des vitamines et une tasse de café pour rester éveillé, ce qui n'était jamais arrivé avant. À partir de là, les choses vont devenir beaucoup plus effrayantes. Luan a dit au personnel qu'il avait vu quelqu'un à l'intérieur de l'entrepôt alors que toute l'équipe lui avait dit que c'était un entrepôt vide. Et enfin, Chanyeol a dit qu'il voyait Baekhyun s'enfuir de l'entrepôt quand Baekhyun était en fait à côté de Kyungsoo. Pour beaucoup, si Sehun a entendu sa mère, c'est tout simplement parce qu'il était en manque de sa mère et qu'il ne la voyait pas assez, et que si Xiumin avait de la fatigue, c'était principalement à cause du fait qu'il était très maigre à cette période-là et qu'il faisait un régime strict. Mais pour les deux autres, on n'a aucune explication. La mort de Jonghyun. Je vous avais prévenu, je vais revenir sur le décès qui a choqué pas mal d'entre vous, parce qu'il y a quand même un drôle de mystère derrière. Sur Shiny TV en 2013, Jonghyun dira en plaisantant 여러분들께 한마디 해주세요. 샤이니 TV 5 중 1명이 죽게 됩니다. 그것은 누굴까요? 누굴까요? 여러분의 추리가. Est-ce que vous pensez qu'il avait en tête ce qu'il allait faire 4-5 ans après ? En tout cas, sachez que Jonghyun a eu une chanson solo sur le premier album qui est sorti en 2008. C'était une version coréenne d'une chanson d'Alejandro Sanz intitulée Y si fuera ella. Le chanteur de cette musique est né le 18 décembre. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, Jonghyun est décédé le même jour. C'est sûrement une simple coïncidence venant de Jonghyun, mais ça reste un mystère irrésolu. Le disband de Solia. Cette histoire est assez simple mais mystérieuse pour beaucoup puisque Solia est un girls group qui n'a duré que 5 jours. Celui-ci se nommait à l'origine Abotme en février 2021. Cependant, l'agence décide de changer son nom en avril 2021 sans pour autant faire débuter les filles. À peine 5 jours après leur début, le groupe disband mystérieusement à cause de manque d'argent. Quand tu crées un groupe de K-pop, tu as un minimum de financement pour tenir au moins 1 mois avec le groupe. Mais pas que 5 jours. Ce ne fut pas le cas de Space Music Entertainment qui a décidé de faire disband le groupe Solia. Cependant, il y a quelque chose qui cloche puisqu'ils ont gardé le kid group IQT avec eux depuis 2017 et qu'ils existent toujours. Pour ceux qui ne savent pas, les kids group, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des groupes d'idoles avec des enfants à l'intérieur qui ont tous moins de 18 ans. C'est un vrai business depuis un petit moment dont j'aimerais faire une vidéo un jour parce que c'est assez flippant tout ce qu'il y a autour. Le plus suspect, c'est pas vraiment le fait que Space Music ait gardé IQT puisque les contrats sont pas vraiment les mêmes en étant enfant. Ce qui est bizarre, c'est que l'agence avait assez d'argent pour reprendre le duo Blaze simplement 1 an après. Pourquoi avoir disband Solia pour finalement s'occuper de d'autres groupes par la suite ? Personnellement, j'ai cru au début que c'était un coup de communication pour qu'on puisse suivre les filles sur les réseaux sociaux et qu'on puisse les suivre dans un autre groupe. Cependant, on n'entend plus du tout parler des filles et on n'a aucune info sur elles. C'est un vrai mystère. La disparition de Elvin Crew. Cette histoire est totalement du même style que celle juste avant, cependant, on en a beaucoup moins entendu parler. Le 16 mai 2017, un groupe de 5 garçons nommé Elvin Crew a fait ses débuts sous Hick Entertainment. Les 5 membres étaient Noah, Wooju, Jonathan, Josh et Jiwoo. Leur premier single s'appelait Good Girl et c'est la seule chanson qu'ils ont sortie puisque par la suite, ils ont disparu. La dernière mise à jour d'Elvin Crew sur leur compte Instagram officiel remonte au 16 septembre 2017. Leur Facebook officiel n'aurait apparemment pas été mis à jour depuis novembre 2017 et leur dernier tweet officiel a été publié le 4 juillet 2017. Le grand mystère autour de cette histoire, c'est que de 1, on n'entend plus du tout parler des membres et on n'a plus du tout d'informations. Et de 2, c'est aussi le fait que l'agence n'a donné aucune info sur le sujet. Déjà que de base, il est très compliqué de savoir des choses sur eux, sachez que Elvin Crew
a très peu d'informations. Les seules informations qu'on a, c'est leur origine. On n'a même pas leur date d'anniversaire. Pas d'émission, pas de MV, pas de promotion, pas d'activité, rien du tout depuis leur début. Et c'est ce qui fait la part mystérieuse de ce groupe. La mort d'Iron. Iron, c'est un sujet dont je parle plutôt pas mal, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans l'iceberg des rumeurs parce qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent autour de son décès. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Iron, c'est un ancien stagiaire de Big Hit Entertainment aux côtés de BTS. Celui-ci aurait pu faire partie du célèbre groupe BTS, cependant, avant d'être choisi, il sera soi-disant parti en expliquant que BTS ne gagnera jamais en popularité et que c'était peine perdue. Déjà, on s'arrête là. J'aurais été lui, je pense que j'aurais eu un seum monumental. Il a été le finaliste de Show Me the Money 3 de Mnet en 2014 et il a été plutôt bien repéré à cette période. Jusqu'à ce qu'on apprenne un scandale autour de lui. Il a déjà été condamné pour consommation de marijuana, puis à 8 mois de prison avec sursis pour avoir battu son ex-petite amie en 2018. Il a aussi fait parler de lui fin 2020 suite à son arrestation pour avoir battu son colocataire mineur avec une batte de baseball. Bref, c'est pas une très bonne personne et beaucoup ne regretteront pas du tout sa mort qui sera annoncée le 25 janvier 2021. Pourtant, elle est tout aussi incroyable puisqu'il a été rapporté que Iron a été retrouvé saignant et inconscient sur un parterre de fleurs d'un complexe d'appartements dans le district de Jang à Seoul à 10h25 ce jour-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sait qu'il ne s'agit pas forcément d'un suicide puisque il était assez écarté des immeubles. Il était sur un parterre qui était à part. La police de Seoul à Jangbu a confirmé dans un communiqué avec Dispatch « Nous avons été appelés par un garde qui nous a dit avoir été découvert par Iron. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est décédé. À ce stade, on ne sait pas si Iron est mort par suicide ou non. Nous enquêtons sur la cause exacte de sa mort. » Sauf que plus de nouvelles, cette histoire n'a aucune information rajoutée et elle a été classée sans suite. Alors, à ce que j'ai compris, beaucoup s'en fichent des causes et des circonstances de sa mort puisque ce n'était pas une bonne personne. Cependant, je pars du principe qu'une vie reste une vie et que j'aimerais bien savoir pourquoi il est décédé et de quoi il est décédé. Au vu des circonstances et du peu d'informations que nous avons sur cette mort, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de mystérieux qui s'est caché et qu'on a voulu effacer. Mais ça restera dans tous les cas quelque chose dont on saura jamais la fin. Et oui, encore Big Bang, je vous l'avais dit, on va les retrouver dans une histoire qui est très bizarre et qui entoure encore une fois le surnaturel. Au cours d'un épisode de Strong Heart, Daesung a partagé une expérience étrange que les membres ont déjà vécue concernant un SMS bizarre. Il a partagé qu'un jour tous les membres ont reçu de manière inattendue un texto disant « Big Bang devra se dissoudre ». Les membres ont été totalement choqués de ce message puisque ce message provenait du numéro de téléphone de Yang Yoon-suk, l'ancien PDG de leur agence. Les membres raconteront d'ailleurs un peu plus tard qu'ils pensaient que c'était une farce, que c'était une blague qui s'était fait entre eux. Sauf que quand ils se sont confrontés l'un à l'autre, ils se sont dit « bah non ». Ce n'est pas moi et je ferai pas ce genre de blague et je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de blague. Évidemment, quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas une blague d'un des membres mais bien les réels messages de Yang Yoon-suk, tout le monde a paniqué. Après tout, 2NE1 a bien appris leur disband quelques années plus tard via un communiqué de presse, donc ce serait pas si étonnant venant du Boog. Évidemment, les membres de Big Bang ne comprenant pas forcément, ils ont décidé de tous se rendre au bureau de Yang Yoon-suk pour lui demander pourquoi il avait décidé de dissoudre le groupe d'un coup. Cependant, quand ils ont raconté toute cette histoire à Yang Yoon-suk, celui-ci a dit qu'il n'avait envoyé aucun message, et quand ils ont regardé sur la messagerie, en effet, le message n'y était plus. À ce jour, les membres ne savent toujours pas pourquoi tous les membres avaient reçu le même message, mais que celui-ci s'est supprimé. Même si, selon la rumeur des fans, il s'agirait d'une anti-fan de Big Bang décédée qui aurait voulu détruire le groupe. La vidéo YouTube de Oh In-Young. On termine avec une histoire qui a énormément perturbé les fans de Oh In-Young, mais aussi les fans de K-pop. Pour moi, il s'agit de l'histoire la plus mystérieuse et la plus perturbante de toutes celles que je viens de vous raconter.
Oh In-hye a fait ses débuts en tant qu'actrice dans Sin of the Family en 2011. Elle était prometteuse et le public coréen l'aimait à cette période. Du moins, il l'aimait bien jusqu'au 16e Festival international du film de Busan en octobre 2011. À peine 6 mois après ses débuts, lorsqu'elle a choisi de porter une superbe robe rouge orangée qui était juste un peu trop révélatrice. Pour les médias et le public coréen qui était très conservateur à cette époque, c'était quelque chose d'absolument scandaleux. Tu n'avais pas le droit de te porter avec une robe ainsi. C'était pas normal. Elle était moquée, intimidée, et les médias coréens l'ont dépeinte comme une salope, une pute et une chercheuse d'attention. Je suis désolée, je ne vais pas chercher 140 synonymes, ce sont les vrais mots des médias coréens à cette période. Oh In-hye ne s'attendait pas à une telle réaction, et elle a révélé plus tard dans une interview qu'elle n'avait ni styliste, ni agence, et qu'elle se coiffait elle-même. Le pire, ce n'est pas seulement qu'elle a dû s'en excuser, mais c'est que la famille a dû faire face à énormément de moqueries et de trolls en raison de son scandale. Et les excuses n'ont pas du tout calmé la tempête. Au contraire, on lui a fait des blagues à la télévision, et les médias n'ont jamais manqué de la dépeindre comme une femme salace et salope. Sa carrière était à partir de ce moment morte avant même qu'elle ne puisse décoller. Les rôles qu'elle a pu attraper étaient seulement des rôles sexualisés qui sous-estimaient évidemment son potentiel. Elle était carrément mal à l'aise avec ses rôles, disant parfois « Je ne suis pas ce genre de personne ». Son dernier recours pour elle a été de créer sa propre chaîne YouTube. Elle a posté des vlogs, des routines de beauté, des soins de la peau et des aperçus de sa vie quotidienne. Elle numérotait d'ailleurs chacune des vidéos qu'elle sortait, en mode #1, #2, #3, etc., etc. Il faut savoir que Oh In-hye prenait son boulot de youtubeuse très au sérieux. Elle avait des très bons sous-titres à chacune de ses vidéos, des très bonnes miniatures, et elle a réussi à amasser assez de fans malgré les commentaires malveillants qui continuaient. À ce moment-là, tout semblait aller pour le mieux et Oh In-hye arrivait à s'en sortir jusqu'à la vidéo 46. La 46e vidéo a été supprimée et le #47 n'a jamais été téléchargé. Au lieu de cela, elle a sauté de numéro et est allée directement à la vidéo 48. Bizarre pour une femme qui fait énormément attention à tout ce qu'elle touche et à tout ce qu'elle poste. Mais bon, peut-être qu'une erreur existe finalement. La vidéo numéro 48 sera la dernière vidéo de Oh In-hye et celle-ci fera flipper pas mal de personnes puisqu'elle contiendra un bug assez étrange. 없이 그냥 나오자마자 화장대에 앉아서 즉흥적으로 해보려고 카메라를 켰습니다. 아 시원해. 아직 머리도 안 말렸는데 진짜 리얼로 보여주려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 즉흥적으로 제일 첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 닦아내야겠죠? 아주 유명한 이 독도 토너라는 거예요. 사실 용기는 이 용기가 아니에요. 아시죠? 근데 저는 다이소에서 이 용기를 사서 화장솜에 이렇게 따로 이렇게 따르는 것보다 이렇게 눌러서 쓰면 굉장히 편하더라고요. 그래서 이렇게 해서 일단 이렇게 결대로 슥슥 닦아줍니다. 아시죠? 목도 얼굴의 일부분이라는 거, 목도 같이 닦아줍니다. 어느 정도 흡수를 시켜주는데 On pourrait penser qu'il s'agit d'un simple bug, cependant, sachez qu'après cette vidéo, Oh In-hye se suicidera chez elle. Ce bug n'est sûrement pas anodin puisqu'elle se frappe le cou avec un peigne à plusieurs reprises, ce qui rappelle son décès réalisé 2 jours plus tard. Ensuite, ce qui a perturbé pas mal de gens, c'est que le son marche correctement pendant toute la vidéo et pendant tout ce bug, sauf à 1 minute 32. 어느 정도 흡수를 시켜준 다음에 Cette voix, en plus d'être modifiée, semble vouloir dire « je vais mourir » selon les internautes coréens. De plus, ce qui est bizarre, c'est que le bug dure 1 minute, mais que l'horloge avance de 3 minutes. Celle-ci notera même dans le titre « S'il vous plaît, passez la partie buggée », montrant évidemment qu'elle est au courant du problème, mais qu'elle n'a rien changé, malgré qu'elle soit connue pour son perfectionnisme. Pour beaucoup, ce bug est totalement volontaire et Oh In-hye a juste prévu son suicide à partir de la vidéo 48 depuis le début de sa chaîne.
J'aimerais vraiment vous faire une vidéo complète et entière sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses que j'ai passées, dont le fait que le numéro 48 ne soit pas un hasard, le fait que son suicide ait un impact sur d'autres personnes aussi, et j'ai pas raconté énormément ce que les haters ont fait, les fans, l'impact qu'elle a eu, etc. etc. Si cela vous intéresse et que vous voulez que je fasse une vidéo complète sur le mystère mais aussi sur toute son histoire, eh bien mettez l'emoji citrouille en commentaire. Dans chacun de vos commentaires, vous mettez un emoji citrouille. Déjà, ça me prouvera que vous avez été jusqu'au bout. Et en plus de ça, ça me dira, bah ok, je vais faire une vidéo sur Oigné. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis super contente d'avoir sorti cette vidéo. Enfin, j'espère qu'elle sera sortie à Halloween, vraiment, parce que vu le nombre de rushs que j'ai là actuellement, je sais pas comment je vais faire. J'ai décidé de changer ma couleur de cheveux. Alors faut savoir que j'ai pas fait ça pour Halloween, hein. C'est juste que je voulais du orange depuis un petit moment. Faut savoir que le orange c'est ma couleur préférée ever. Et donc du coup je voulais du orange. Et bah je trouve que ça tombe super bien en plus de le faire pendant Halloween. C'est genre ouf. J'espère que cet iceberg vous a quand même plu, que ça n'a pas été trop long. Vous comprenez mieux pourquoi je voulais pas faire une vidéo de plus d'1 heure avec tous les mystères possibles et inimaginables. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de choses sur la K-pop. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé cet iceberg pour que j'en fasse d'autres. Et bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera samedi, mais en tout cas voilà, je prévois d'autres vidéos.